peut dire, c'est qu'il y a une spécificité de ces secteurs, notamment cinématographiques et audiovisuels, dans lesquels on peut explicitement recruter une personne en fonction de son sexe, de son âge ou encore de son origine perçue. D'accord. Donc les comédiens et les comédiennes sont tout le temps soumis à ces catégories ethno-raciales, notamment à chaque fois qu'ils et elles vont chercher un rôle ou qu'ils vont être face à une directrice ou un directeur de casting qui vont utiliser ces catégories pour les rechercher et les recruter. Et puis quand on va descendre dans la hiérarchie des rôles, on a vraiment une pyramide, c'est très pyramidal, plus on descend, plus on va avoir entre guillemets de diversité. Puisque ça devient de nouvelles logiques de la part des plateformes, mais aussi des diffuseurs et des chaînes historiques. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir un casting entièrement blanc, notamment en raison des polémiques qui risquent d'apparaître sur Internet, notamment aussi via les attentes des publics, qui sont très demandeurs et demandeuses d'avoir des personnes qui leur ressemblent aussi sur les écrans. Et donc, conscient de ça, par crainte, entre guillemets, de paraître raciste, on va chercher à, comme on dit, mettre de la diversité. Donc, c'est des directrices de casting qui disent très clairement, dans les seconds rôles, on nous demande explicitement de mettre de la diversité et donc d'aller choisir des comédiens et des comédiennes non blancs pour équilibrer en quelque sorte le casting. Sauf que ces comédiens et comédiennes vont avoir des rôles plutôt secondaires, voire subalternes, si on descend dans la hiérarchie des rôles, les fameux rôles ethniques que j'évoquais précédemment. Et puis, ce sont des comédiens qui vont aussi beaucoup être choisis pour ce qu'on appelle des rôles fonctions. Par exemple, dans les séries quotidiennes, il y a des rôles qui sont considérés comme récurrence sans intrigue, du type la commissaire, la juge. Donc ce sont des personnages qui vont avoir un rôle dans l'intrigue, qui vont faire avancer le récit, par exemple l'enquête policière. Les personnages vont venir dans leur bureau, etc. Mais ces personnages-là, on n'a rien sur leur vie. On ne connaît pas leur subjectivité, on n'a pas accès à leurs émotions, à leurs états d'âme, encore moins à leur vie privée, à leur famille, etc. Donc c'est vraiment des rôles qui ont une fonction narrative, mais qui n'ont pas du tout de profondeur. Et ces comédiens et comédiennes perçus comme non blancs, avec cette division raciale du travail actorial, entre l'affiche et puis progressivement les rôles, second rôle, les figurants et les silhouettes parlantes, ou silhouettes parlantes et figurants, vont donc se retrouver à jouer ces rôles utilitaires, souvent liés à leur apparence, mais pour le coup, qui n'ont pas de challenge en quelque sorte en termes actorial. C'est-à-dire que c'est des rôles qui sont pauvres à jouer pour les comédiens et comédiennes. Donc eux, ils ont envie d'autre chose. Et ça crée un cercle vicieux du coup. Oui, exactement. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est essentiel dans le métier d'acteur, c'est qu'il faut jouer. Parce que jouer, c'est ce qui fait qu'on entretient en quelque sorte son instrument, si je puis dire. Donc c'est vraiment très important de jouer régulièrement. Or, c'est là que c'est vicieux, effectivement, ce sont des comédiens et des comédiennes donc, qui vont avoir les rôles les moins intéressants à jouer, quand ils vont en avoir. Donc on n'entretient pas pareil son instrument et son jeu et sa capacité à composer des personnages et sa palette de jeu quand on ne joue que ce type de rôle. Et puis au théâtre, ça prend une forme un peu différente, qui est que typiquement, les comédiens et comédiennes vont apprendre dans des écoles. Or, ces écoles de théâtre, c'est souvent l'endroit où on va se créer des réseaux. On va créer ces troupes. Beaucoup de metteuses et metteurs en scène disent bien, moi j'ai créé ma troupe avec mes camarades de promotion, avec des gens qui me ressemblent, et puis on a travaillé comme ça, on a monté des spectacles ensemble. Sauf que beaucoup de comédiens et comédiennes rencontrés racontent que quand ils sont à l'école, ils disent, moi je suis la seule personne noire de ma promotion. Et donc ça crée aussi un sentiment d'altérité, on se sent mis à l'écart, et donc on a plus de mal à créer du réseau. Or les réseaux, ils vont être fondamentaux dans l'entrée dans le métier quand on est comédien, parce que c'est vraiment beaucoup que ça se passe par le réseau dans le théâtre. Notamment parce que dans le théâtre public en particulier, il n'y a pas forcément d'audition. Il n'y a pas forcément d'annonce d'audition publique ouverte pour accéder à des rôles. Donc le fait de ne pas créer de réseau, de ne pas avoir accès à ces annonces, de ne pas savoir que des auditions existent, ça fait qu'on a plus de mal à être recruté sur ces spectacles.
Et ensuite, ça fait qu'on ne joue pas. Or, les metteuses et les metteurs en scène, quand ils font des auditions, mais ils vont aussi dire beaucoup, moi je vais beaucoup au théâtre, j'ai vu ce comédien ou cette comédienne que j'ai trouvé formidable, et ben je vais le recontacter pour le faire jouer ou la faire jouer dans ma prochaine distribution. Mais comme il y a peu de comédiens et de comédiennes non blanches qui trouvent des rôles au théâtre, ils ont du mal à être repérés, et donc du mal à se faire du réseau, et donc plus de difficultés ensuite à s'inscrire dans le métier. Et est-ce que tu peux revenir sur la division du travail au théâtre plus particulièrement, par exemple? Oui, bien sûr. Donc cette division raciale du travail actorial, elle s'exprime différemment au cinéma et dans l'audiovisuel et au théâtre. Au théâtre, il y a cette idée qu'il y aurait une convention, c'est-à-dire qu'on accepte quand on va au théâtre qu'il n'y ait pas le quatrième mur, etc. Donc c'est vraiment cette idée que le metteur ou la metteuse en scène va poser les bases et puis après tout est possible, hein, une sorte de contrat avec le public. Or, malgré tout, les comédiens et comédiennes ne sont pas distribués à égalité dans tous les types de rôles. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une division très forte entre le théâtre classique, dit de répertoire, et le théâtre contemporain. Typiquement, les comédiens et comédiennes vont avoir du mal à être distribués dans du théâtre classique, dans les grands rôles, Phèdre, Bérénice, etc. Puisqu'il y aurait cette idée, une sorte d'argument de vraisemblance, selon lequel ces grands rôles, traditionnellement, sont plutôt joués par des acteurs et des actrices blancs. Et que si on caste ces comédiens dans ce type de rôle, c'est parce qu'on aurait un propos particulier, ce serait politique. Et Yaa Edara le raconte très bien dans Noir n'est pas mon métier, quand elle dit que quand elle jouait Racine ou Corneille, les gens se demandaient pourquoi elle était là, qu'est-ce qui justifiait sa présence, que sa présence n'était pas banale. Et c'est ce qui fait qu'on va plutôt distribuer ces comédiens et comédiennes dans le théâtre contemporain, qui sera plutôt une approche centrée sur les personnages, aussi avec une écriture au plateau, où on va beaucoup travailler l'improvisation. Donc des metteuses en scène, des metteurs en scène qui travaillent à partir de l'histoire de leurs comédiens, comédiennes, de leur singularité. Et donc on va considérer que c'est plus facile peut-être de les distribuer sur ce type de pièces et de rôles que dans le répertoire. Mais ce qui est vicieux, c'est que beaucoup de comédiens et comédiennes sont arrivés au théâtre, ou ont eu envie de faire du théâtre, par l'amour des grands textes, du répertoire, envie de jouer Marivaux, Molière, etc. Donc on les empêche de jouer ces rôles, alors même que c'est ce qui leur a donné envie de faire ce métier. Et ça a aussi des effets potentiellement sur la circulation des comédiens et des comédiennes, notamment dans le passage du théâtre public au théâtre privé, du classique au contemporain. Et ça a tendance un peu à les enfermer dans le théâtre contemporain. Cette situation-là, est-ce qu'ils en témoignent? Ah oui, oui, bien sûr, les comédiens et comédiennes sont extrêmement conscientes de ce qui se passe dans les secteurs cinématographiques et audiovisuels. Et d'ailleurs, ils vont mettre en place un certain nombre de stratégies pour survivre en réalité dans ce secteur. Quelques mots pour le secteur cinématographique. On a toujours l'impression que c'est des milieux qui vont être ouverts, transgressifs, tolérants, etc. Mais en réalité, les témoignages montrent qu'il y a énormément de racisme, en plus du sexisme et des violences sexistes et sexuelles dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années depuis MeToo. Et donc ces comédiens vont avoir différentes tactiques pour survivre en quelque sorte. Certains vont choisir par exemple de se conformer. C'est-à-dire qu'ils vont partir de ces catégories ethno-raciales étriquées et se dire ok, on cherche un maghrébin, je vais moi accentuer les traits de mon physique, de mon apparence, pour correspondre aux attentes fantasmées parfois des directrices et directeurs de casting. C'est par exemple une comédienne qui est perçue comme asiatique et qui dit quand je vais à un casting, je force le trait. Je tire mes cheveux dans un chignon, je mets de l'eyeliner, et donc elle dit je joue la Shintok, littéralement. Donc elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait. Mais c'est ce qui lui permet d'avoir le rôle. D'autres vont avoir des tactiques qui vont être plutôt de l'ordre de la négociation, voire de la ruse. Par exemple, un comédien qui, pour un casting pub,
accepte pendant le casting de prendre un accent qu'on lui demande de prendre. On lui demande de forcer l'accent marocain, ce qu'il fait. Et une fois qu'il est choisi, une fois qu'il arrive au tournage, il refuse de le faire. Et donc il négocie en disant bah non, en fait, je vais pas le faire, je trouve ça raciste, et donc il ne le fait pas. Et les gens se mettent, et il met ses collègues devant le fait accompli. Donc ça, c'est des stratégies. D'autres, parfois, peuvent réécrire des répliques. Dire, bah, cette réplique, moi je trouve qu'elle est raciste, je trouve que ça va pas, j'ai pas envie que le personnage, on le ridiculise, par exemple. Et donc propose une autre manière de faire. Donc il y a quand même des marges de manœuvre pour les comédiens et comédiennes. Et puis d'autres, enfin, celles qui fatiguent et qui ne supportent plus ces assignations, peuvent avoir tendance à vouloir quitter le métier, c'est-à-dire arrêter, passer à l'écriture, passer à la réalisation parfois, donc changer de métier littéralement. Ou encore, et ça c'est quelque chose qu'on observe chez d'autres populations victimes de discrimination en France, c'est de quitter la France. De dire je suis anglophone, bah, je vais partir en Grande-Bretagne, aux États-Unis, parce que là, j'aurai des rôles plus intéressants, je ne serai pas réduit à mon apparence, je ne jouerai pas uniquement l'arabe de service, comme ils le disent, ou le noir de banlieue, puisque c'est ces rôles-là qu'on leur demande de jouer. Donc il y a aussi des personnes qui quittent ce secteur, ne supportant plus le racisme qu'ils y vivent.